bonjour à tous. Bonjour. Bon, il y en a qui me connaissent ici, je m'appelle Jonathan. Je suis coach agile et je travaille chez Rhythmix en ce moment. Et moi, je suis Adrien Dupérou, je suis lead dev chez Rhythmix. Donc avant de commencer notre présentation, on voudrait remercier les sponsors qui nous permettent d'être ici aujourd'hui. Et voici de quoi on va vous parler. Je suis arrivé chez Rhythmix en mars de cette année. Et je suis arrivé pour aider une équipe qui était une équipe de 17 personnes. Une équipe de 17 personnes. Les limites dans Scrum, c'est quoi? Oui. C'est un peu plus. Et j'entends différentes réponses. Je crois que le 9 est le bon numéro. 17 personnes, c'est beaucoup. Et ils avaient décidé de se séparer. La problématique, c'est que chez Rhythmix, c'est une entreprise qui se veut dans la mouvance des entreprises libérées. Et donc, on ne dit pas aux gens comment faire. Et il y a des bonnes raisons de ne pas dire aux gens comment faire. Mais du coup, on se retrouve avec 17 personnes qui doivent décider ensemble de plusieurs choses pour pouvoir se séparer en deux. Et c'est tout le problème du passage à l'échelle en général. C'est-à-dire qu'on a déjà trop de monde et on essaye de prendre des décisions dans un système qui a du mal à prendre des décisions. Et donc, c'est ça qu'on va venir vous raconter aujourd'hui. D'une manière générale, on n'aime pas dire aux gens comment faire, parce que les gens n'aiment pas qu'on les change. Est-ce que vous avez déjà vécu une transformation agile où on vous dit, vous allez faire, mettez le framework qui va bien ici, vous allez faire ce framework-là, et toi tu vas aller là, toi tu vas t'asseoir ici, toi tu vas faire ça. Tout de suite, ça parle de résistance au changement. Hein ? On appelle des coachs, on appelle des gens qui sont spécialistes dans le changement, etc. Alors qu'en fait, en réalité, les gens, ils ne résistent pas au changement. Je veux dire, vous tous, est-ce que vous avez résisté le changement, l'arrivée du téléphone portable? Qui ici n'a pas Internet sur son téléphone? Ah, on a des éternelles, on a une éternelle résistante ici. Et donc, en fait, les gens veulent changer. Et c'est pour ça que c'est une des raisons pour lesquelles Rhythmix travaille comme il travaille. Ils essayent d'éviter de dire aux gens comment faire. Ils disent aux gens ce qu'il faut faire ou pourquoi on fait les choses. Et ensuite, ils demandent aux gens, organisez-vous de la meilleure façon. Là, la problématique qu'on avait, c'est que s'organiser dans la meilleure façon quand on est 17, c'est difficile. Parce que c'est difficile de prendre des décisions, de voir comment on se sépare, de comment on fait les choses. Donc pour vous présenter plus en détail l'équipe, Adrien était tech lead dans cette équipe. On va vous présenter un petit peu déjà comment l'équipe était constituée. A été divisée en deux sous-équipes. Il y avait d'abord la première équipe qui était plus une équipe qui s'occupait des specs en simili-Kanban. Donc on avait les PO qui étaient dans leur bureau qui s'occupaient de créer story. Ensuite, une fois que la story était terminée, c'était la QA qui prenait les stories et préparait l'acceptance. Et ensuite, une fois qu'une story était ready, c'était l'équipe de dev qui était sur un open space qui pouvait prendre éventuellement les stories. Donc l'équipe technique fonctionnait plus en sprint de 2 semaines. Et on avait juste un rôle qui était transverse, c'était le Scrum Master. Donc on avait également une séparation physique, il y avait également des bureaux et un open space, et c'était quelque chose qui ne facilitait pas forcément la communication. Donc ce qu'on peut dire, c'est que mine de rien, on était 17, mais on arrivait vraiment à des vraies fonctionnalités. On avait une application qui fonctionnait en prod, il y avait quasiment vraiment aucun bug. Les temps de réponse étaient bons, donc il y avait quand même un niveau de qualité qui était là. Il y avait des problèmes, par exemple le daily qui était vraiment beaucoup trop long. Il y avait un nombre de personnes très important, donc qui dépassaient souvent les quarts d'heure, même peut-être des fois il atteignait la demi-heure. Donc c'était vraiment très compliqué que tout le monde s'exprime et que ce soit efficace. Et par contre, on arrivait quand même, pour ce qui est des réunions, de faire en sorte de tenir les délais. Par exemple, nos grooming, il y en avait un grooming par semaine d'1 heure, on avait une rétrospective qui ne dépassait pas l'heure et demie. Donc il y avait quand même sur certaines choses où on arrivait à s'en sortir. Moi, j'étais impressionné quand je suis arrivé. Je suis arrivé sur une équipe qui fonctionne à 17. Est-ce qu'il y en a qui ont fait des plannings ici qui ont duré plus d'1 heure et demie? Oui? Vous êtes combien dans vos équipes? 5? Bon, à peu, on arrive à faire des plannings longs. Là, cette équipe, à 17, on faisait des plannings d'1 heure et demie. On les tenait.
Alors, ce n'était pas forcément très efficace, tout le monde ne parlait pas forcément, il y avait pas forcément, il y a des experts qui se sentaient frustrés à la fin du planning parce que j'ai pas eu le temps de dire ce que je voulais faire, etc. Mais on arrivait à faire les choses. Le gros problème, et ce qui nous amène ici à parler, c'est que ce n'est pas scalable. C'est-à-dire qu'arriver à 17, c'est peut-être le nombre magique, je crois que 18... Dans notre cas, c'était le nombre magique. à 17, on produit quelque chose, à 18, on produit la même chose, voire moins. Et donc, c'est ce qui nous amène à discuter aujourd'hui. Donc, voilà comment on a fait. C'est un processus qui a été long, hein, cette séparation. Entre la première fois où ça a été évoqué et la réelle séparation, il s'est passé peut-être 2 ans. Non, 1 an et demi, ouais. 1 an et demi. 1 an et demi entre on décide que ce serait bien de splitter et on split réellement. Ça a été aussi long parce qu'il n'y avait pas ce besoin de scaler réel, c'est juste le potentiel d'augmentation qui était important. Donc l'équipe marche bien. Est-ce qu'on a réellement envie de changer pour avoir un potentiel d'augmentation? Ce n'était pas urgent et c'est pour ça que ça a duré longtemps. Donc voilà tout le processus qu'on a fait. Moi, je n'étais pas encore là au début, mais ils ont ajouté un 8e développeur. C'est ça. On passe. Vas-y. Okay. On a ajouté un 8e développeur. Donc, c'était une personne qui était compétente. Il n'y avait pas de souci là-dessus. Mais le vrai problème, c'est que au niveau organisation, tout devenait plus complexe. C'était beaucoup plus compliqué de se synchroniser, de partager les idées, de faire des partages de connaissances. Donc, en fait, on n'était pas plus productif à 18 qu'à 17. Donc voilà, on s'est vraiment posé la question ensuite comment on pouvait produire plus, étant donné qu'à 18 on était bloqué. Donc ce qui s'est passé plus tard, c'est qu'on a eu un atelier comment produire plus, pour vraiment réfléchir à cette question. C'était quand cet atelier? C'était en juillet 2017. Juillet 2017, moi je suis arrivé en mars. Hein. Donc dans cet atelier, on a eu une question, c'était comment tripler la vélocité. Donc on voulait vraiment essayer de pousser les limites au maximum. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris vraiment toute l'équipe et on s'est divisé en 4 sous-groupes. Chaque groupe a essayé de réfléchir à justement comment atteindre cet objectif. Et on a chacun pris des notes sur les façons d'atteindre. Et ensuite, ce qu'on a fait, les 4 groupes, c'était vraiment tous les cœurs de métier mélangés. Et ensuite, on a vraiment fait 3 équipes, les devs d'un côté, les PO et les QA, et on a à nouveau fait cet exercice pour voir à nouveau quelles étaient les conclusions. Et il y a eu plusieurs choses. D'abord, il y avait des choses qui ne concernaient pas l'équipe. Il y avait par exemple tout le process en amont sur le marketing, sur le métier, peut-être raccourcir le délai des demandes pour qu'elles arrivent plus rapidement dans l'équipe. Tout ce qui était aussi après, essayer de diminuer le temps de recette, faire des mises en prod plus fréquentes, donc vraiment pour que l'utilisateur puisse avoir les fonctionnalités le plus rapidement possible. Et ensuite, il y avait également ce qu'on pouvait faire, nous, à notre niveau, dans l'équipe. Et donc, ce qui est sorti à ce niveau-là, c'était plutôt, il fallait diviser l'équipe en plus petit nombre. Et ces petites équipes, elles seraient beaucoup plus faciles à augmenter en taille. Et là, on pourrait plus tard vraiment augmenter et produire plus. Donc c'est la conclusion à laquelle on est arrivé. Alors la veille de mon arrivée, donc on fait fast forward 6 mois, voilà. Et la veille de mon arrivée, toute l'équipe se réunit pour faire un atelier splitting. Là, ça y est, on veut se splitter. Comment on fait? Et donc c'était une journée avec tout le monde. C'est ça. Donc ce qu'on a fait, c'est vraiment un atelier d'une journée. C'était très important de réunir tout le monde. Donc on était 17, c'est pas forcément quelque chose de facile à faire entre le télétravail, les congés. Donc nous, on n'a pas vraiment réussi à réunir tout le monde. D'ailleurs, c'était un peu dommage qu'il y avait une personne qui n'était pas là, qui n'était pas forcément pour le split. Du coup, ça a un peu... Alors, imaginez mon boulot en tant que coach agile quand j'ai une personne qui n'a pas la personne qui fait qui est une des personnes les plus conservatives de l'équipe, qui n'a pas été là pendant toute la journée et n'a pas fait tous les échanges. C'était pas facile. Donc, si je peux vous donner un conseil, quand vous impliquez vos acteurs pour votre transformation, impliquez tous vos acteurs et surtout vos détracteurs. La raison aussi pour laquelle il s'est passé 6 mois, c'est qu'on a mis déjà du temps à décider de le faire. Et il y avait également le fait qu'on essayait vraiment que tout le monde soit là. Et à un moment... si on attend vraiment que tout le monde soit là, des fois, ce n'est pas forcément possible. Donc, c'est pour ça, à un moment, on a décidé de se lancer et de faire cette réunion.
La réunion elle a commencé par un manager qui est venu rappeler les enjeux. Il y avait beaucoup de détracteurs dans l'équipe au splitting à ce moment-là parce que la promesse d'avoir plus de sujets, c'était pas une réalité à ce moment-là. Il y avait plus eu même une baisse de sujets et du coup les personnes n'étaient pas très motivées à splitter parce que justement la raison pour laquelle splitter n'était plus forcément d'actualité. Et du coup, le fait que le manager soit venu, il a rappelé tous les sujets qui allaient venir. Et justement aussi parce qu'on était un peu au creux d'une vague, il était possible de passer du temps pour réfléchir à ce split. Donc juste pour rappel, Rhythmix, entreprise libérée, il y a quand même des managers et il y a quand même des gens qui sont là pour donner la vision. Et c'est très important d'avoir une vision et d'avoir un enjeu fort. Donc le manager qui est externe à l'équipe est venu rappeler l'enjeu au début, ce qui a complètement changé en fait Oui, je pense que la journée. Beaucoup de personnes qui étaient contre ont un peu mis de l'eau dans leur vin. Donc ensuite, la façon dont ça s'est passé, il y a eu un vote d'équipe. Donc tous les membres de l'équipe ont pu faire un choix, donc on fait une sorte de rôti. On pouvait soit voter pour le split, soit on pouvait ne pas se prononcer ou ne pas avoir d'avis, ou soit on pouvait être contre. La question qui était posée, c'est voulez-vous splitter? C'était ça, oui. S'il y avait une seule personne qui était contre, on ne splittait pas. C'était très important justement d'être unanime là-dessus. L'autre chose, s'il n'y avait pas une majorité de pour, idem, on ne splittait pas. Il fallait vraiment qu'il y ait un grand engagement de l'équipe. Alors, pour être complètement réaliste, je pense que s'il y avait eu des personnes qui avaient dit non, on aurait quand même posé la question qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu sois au moins moyen. C'est un protocole qui s'appelle le Decider. Vous pouvez regarder ça en ligne si vous voulez. Vous allez regarder les core protocoles. Ça décrit plein de protocoles différents de décision, de discussion. Et celui-là s'appelle le Decider. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, tout le monde a voté. Et le résultat, c'est qu'il y a eu 2/3 de personnes qui étaient pour le split et 1/3 de personnes qui ne se prononçaient pas. Donc, c'est-à-dire que même avant la réunion, il y avait quand même des personnes qui étaient contre et ils ont quand même dit qu'ils voulaient tenter leur chance. Du coup, on a pu essayer, voir ce que ça donnait. T'en faisais partie d'ailleurs. Oui, j'ai fait partie des personnes qui étaient contre et c'est justement le mot du manager qui m'a convaincu de tenter ma chance. Justement, parce que je n'étais pas convaincu pour les sujets, qu'il y avait des sujets que pour moi, il n'y avait pas de sujet dans le backlog et justement, il m'a convaincu qu'il y avait des choses qui arrivaient et du coup, ça avait le coup de tenter notre chance. Alors du coup, ce qui s'est passé ensuite, vu que tout le monde était pour splitter, on a tout de suite décidé comment on allait constituer les équipes. Donc l'axe sur lequel on a constitué les équipes, c'est qu'on a choisi 2 lead dev, donc il y avait moi et un de mes collègues. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est mis chacun d'un côté de la pièce, et ce sont les personnes qui sont décidées par affinité comment se répartir. Donc il y a automatiquement, il y avait quand même des règles, il fallait que mes équipes soient équilibrées par exemple, en termes de dev et en termes de PO. Mais par exemple, il y a eu des devs qui sont automatiquement répartis dans une équipe, des product owners dans l'autre. Et il y a eu quelques personnes qui n'ont pas pu faire leur choix. Donc à partir de là, il y a eu des discussions qui sont engagées sur le profil des personnes, comment faire en sorte d'avoir tous les types de profils dans les équipes. Et c'est ça qui a vraiment aidé de répartir les dernières personnes. Ensuite, une fois que les équipes ont été constituées, on a tout de suite décidé de choisir comment on allait se répartir dans l'open space. Donc là, on a fait une sorte de petit jeu, une sorte de pierre, ciseaux, papier géant, où les 2 équipes se sont affrontées pour savoir quelle place on allait choisir dans l'open space. Donc il y a eu vraiment une bataille sanglante, et à la fin, du coup, il y a une équipe qui a pu choisir la place à côté des fenêtres avec des arbres. Les autres étaient un peu plus dans le coin au fond, à l'ombre. Et après, on avait des plans qui étaient déjà prêts, donc on a pu directement se positionner dans l'open space et donc se projeter. Et puis en même temps, on a pris déjà une décision. Important, tu as gagné. Oui, bien sûr, c'était stratégique. Ensuite, on a tout de suite choisi les noms des équipes. Donc là, il y a eu les équipes étaient vraiment séparées de chacun d'un côté de la pièce, et on a fait un petit jeu où chaque personne devait citer 3 anecdotes, 2 vraies et une fausse. Et justement, le but, c'était de faire des anecdotes le plus invraisemblables possible pour que ce soit très compliqué de trouver laquelle était fausse.
Et ça a permis d'un peu aider à choisir le nom des équipes. Par exemple, dans l'autre équipe, il y avait plusieurs personnes qui avaient déjà tiré avec des AK-47. Donc je ne sais pas trop comment ils ont réussi à faire ça en vrai. Et du coup, ils ont choisi comme nom d'équipe l'équipe AK. Donc ça a permis des choses qui a permis de choisir un nom d'équipe. Ensuite, chaque équipe a choisi... A fait Oui, a fait une charte. Donc là, il fallait vraiment décider des valeurs de l'équipe et également des règles de vie. Par exemple, dans les règles de vie, vous pouvez voir la ponctualité aux cérémonies. Ce qui n'a jamais marché d'ailleurs. Oui, ce qui est pas, c'est pas le mettre dans une règle, c'est pas suffisant. Et par exemple, la transparence en termes de valeurs ou ce genre de choses. Donc c'était vraiment que chaque équipe a un petit peu sa personnalité. Alors pour la fin de l'atelier, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont séparé en 3 ateliers, enfin la fin, presque la fin de l'atelier, ils ont séparé en 3 groupes. Donc on avait séparé d'abord, alors j'avais aidé un peu à dessiner la réunion, et au début l'idée c'était d'avoir les 2 équipes qui travaillent ensemble, et ensuite une fois que les deux équipes ont travaillé en séparé, de les réunir tout de même, parce que ça reste une grande équipe, enfin ça reste un groupe de travail qui va travailler sur les mêmes sujets et qui continue à travailler ensemble. Donc là on a séparé en 3 pour pouvoir avoir des gens des 2 équipes un peu mixées et avancer sur les sujets communs. Donc on a fait 3 ateliers. Le premier atelier, c'était une to-do list. Donc là, il fallait vraiment décider de tout ce qui restait à faire et de tout ce qu'il y avait à décider. Par exemple, dans les choses à faire, on a mis abattre les cloisons. On avait des bureaux, un open space, et on voulait vraiment faire un open space qui était plus grand. Dans les choses à décider, c'était par exemple mettre en place des communautés, par exemple, comment on allait mettre ça en place. Donc on a essayé de vraiment lister un maximum de choses et ça nous a permis de faire une base de travail pour après le split sur tout ce qu'il y avait à faire. Donc on avait vraiment une to-do list de choses à faire, ça a permis de simplifier la préparation. Également dans cet atelier, ce qu'on a fait, c'est que chacun a essayé de dire dans combien de temps il voulait splitter. Le but c'était vraiment de fixer une deadline pour qu'on puisse faire le grand saut. Donc c'est pareil, c'est quelque chose de très important, parce qu'en fait, si on ne se fixe pas de deadline, il y a toujours des choses à faire et on saute jamais le pas. On a également mis en place des indicateurs de succès. Donc vraiment, pour voir si le split allait fonctionner ou pas, on a dit tout ce qu'on voulait, tout ce qu'on s'attendait en termes de réussite et en cas d'échec. Donc il y avait beaucoup de choses que l'équipe continue à garder, par exemple sa qualité de code, s'il y avait de la mauvaise ambiance, c'était des indicateurs d'échec. Donc on a vraiment essayé de tout lister et du coup après coup ça nous permet de voir si oui ou non on avait atteint notre objectif. Et dernière chose, c'était tous les rituels. Maintenant qu'on allait splitter, il allait y avoir des nouveaux rituels qui allaient apparaître. Donc le but c'était d'essayer de tous les lister. Donc il y a apparu plusieurs rituels. Par exemple, il y avait la notion de répartition de story dans Backlog. Il fallait vraiment décider quand une story est arrivée, comment on a répartir, parce qu'on avait décidé de faire des équipes autour de fonctionnalités, autour d'Epic. On a aussi mis en place les communautés de pratique. Donc vraiment, une fois par sprint, il y a tous les devs, tous les PO et QA de se réunir pour faire des échanges sur tout ce qui s'est passé et essayer vraiment c'est à ce moment-là qu'on essaie de communiquer tout ce qu'on a fait dans le sprint. Alors pour revenir sur l'atelier de split, voilà comment toute la journée s'est déroulée. Donc pour résumer à nouveau, le module manager qui était important en démarrage pour motiver les discussions et le split, le vote de l'équipe conditionnel et unanime sur cette séparation, la répartition par équipe, les décisions en atelier par équipe, puis les décisions communes. Et ensuite, il s'est passé quelques semaines cette fois-ci, plus quelques mois. Là, on arrive vers le moment où on va sauter. Il s'est passé quelques semaines. Alors, voici la sauce secrète pour avoir une décision en grand groupe. Si vous demandez à un grand groupe de prendre une décision, ça va mal se passer. Par exemple, si vous avez un groupe de potes ou un groupe de collègues qui sont une vingtaine de personnes et qui veulent aller au resto le midi, et que vous demandez où est-ce que vous voulez aller manger au resto le midi, c'est très difficile de
à tout le monde de décider. Voilà ce que je conseille et voilà comment on a travaillé avec cette équipe. Un grand groupe, c'est bien pour diverger. Ça a plein d'idées, ça part dans tous les sens. Donc commençons par poser des questions ouvertes qui permettent de diverger. Par exemple, comment pourrions-nous faire plein de choses? Qu'est-ce qui nous manque? Comment pourrions-nous partager notre code de façon efficace? Comment pourrions-nous avoir des rituels qui fonctionnent bien? Comment pourrions-nous nous recevoir du feedback des deux équipes? Donc on a listé plein de sujets comme ça, qui ont repris certains des sujets d'ailleurs qui avaient été sortis pendant l'atelier. Et ensuite, on a demandé à des personnes de s'engager, des petits groupes de travail, des personnes uniques peut-être, de s'engager sur certains des sujets. Ces personnes sont allées seules, regarder sur Internet ou avec des collègues, poser des questions, faire des interviews, regarder quelle est la meilleure façon de faire. Et ensuite, la règle, c'était de revenir à la fin, en grand groupe, avec une proposition qui ne surprenne personne. Donc, ils devaient arriver sur la réunion à la fin avec une proposition qu'ils ont déjà socialisée et sur laquelle on pose des questions de consentement. Donc, consentement, ça veut dire qu'on demande, est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait réfractaire à ce qu'on essaye cette pratique? Est-ce que quelqu'un a une objection réelle et raisonnée? Donc, par exemple, il y a quelqu'un qui a dit moi j'ai regardé sur Internet comment on utilisait Git, voilà comment on fait des merges, voilà comment on fait des branches, voilà comment on fait des choses. Je vous l'ai présenté à tous un par un. Maintenant, je vous propose d'utiliser le workflow que je vous ai tous présenté. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'oppose à ça? Et ça a permis de prendre des décisions rapides pour un groupe large. Une deuxième chose qui a aidé, c'est qu'on a fait des visites. C'est ça, on a eu la chance de rencontrer d'autres équipes qui étaient dans le même cadre que nous, donc c'était à la base des petites équipes qui ont fini par grossir jusqu'à être divisées en 3. Donc on a eu la chance d'aller les rencontrer et du coup c'était vraiment très important, ça permet vraiment de rencontrer des personnes justement qui ont rencontré les mêmes problématiques, on permet de voir tout ce qu'ils ont essayé, tout ce qui ne fonctionnait pas et surtout de voir des personnes qui essaient justement plein de choses, qui n'ont pas du tout de souci avec ça. Donc c'est très important d'échanger avec d'autres équipes et de voir d'autres choses. Et également, c'est très bien parce qu'on a pu aussi piquer des idées, des petites choses qu'on a gardées. Par exemple, les choses qu'ils faisaient, par exemple, les rétrospectives, c'est une rétrospective sur 3 qui était commune. Et là, vraiment, c'était du coup, les 17 personnes se réunissent. Et là, le but, c'est de voir qu'est-ce qui fonctionne ou pas dans l'organisation globale et qu'est-ce qu'on peut changer, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Alors, dans nos métiers, c'est assez facile de demander à quelqu'un voilà, on a une problématique, je sais que tu as une problématique similaire, est-ce qu'on peut venir voir comment vous résolvez cette problématique? C'est assez facile. Nous, on a Le Bon Coin qui est venu nous faire une présentation de comment ils sont faits en feature team. On est allé voir d'autres équipes de la SNCF, puisqu'on a une maison mère comme ça. Je sais qu'il y a Orange qui nous avait proposé aussi de faire des visites. Enfin, c'est relativement facile de trouver. Donc, trouvez des cas similaires et faites des visites avec un objectif précis pour pouvoir avancer et prendre des décisions facilement. Et puis, à un moment ou à un autre, il faut sauter. Et le bon moment pour sauter, c'est quand vous n'êtes pas prêt. Si vous attendez d'être prêt pour sauter, qu'est-ce qui va se passer? On se prépare plus. On saute pas. On saute pas. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il faut être à 80% prêt et puis sauter. Et surtout parce qu'en fait, comment c'est la citation, les plans ne survivent jamais à l'engagement. Vous pouvez planifier autant que vous voulez. On est dans un univers tellement complexe qu'au moment où vous allez faire les choses, vous allez changer des choses. Par exemple, nous, on avait dit communauté de pratique, évidemment. 1 heure par semaine, on garde 1 heure par corps de métier. Et par exemple, nos product owners, on avait 3 product owners dans cette équipe. Nos product owners, en fait, ils se synchronisent tout le temps, en permanence. Ils travaillent vraiment ensemble. Donc, d'avoir 1 heure où ils s'assoient tous ensemble et disent bon, alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau depuis 5 minutes? Ça n'a pas beaucoup servi. L'autre truc qui a beaucoup aidé aussi, c'est, si vous vous rappelez, au début de la présentation, on vous a montré les trois sous-équipes. Il y avait des cloisons entre les gens. Et ça a vachement aidé. Oui,
Justement, à la base, mon équipe, on était séparés entre 2 bureaux et ça aide pas du tout à la communication, surtout qu'on est habitué à un open space où on pouvait automatiquement parler avec tout le monde. Et à partir du moment où on a battu le cloison, ça a vraiment simplifié la communication dans l'équipe et également avec l'autre équipe. On a vraiment pu écouter des conversations, intervenir. Et quand même, avant à battre le cloison, il y avait vraiment une ambiance qui était pas bonne. On rigolait plus forcément beaucoup. Et c'est vrai que le faire, que de faire tomber les cloisons, ça a permis d'aider à remettre l'ambiance dans l'équipe. Enfin, moi j'ai vu beaucoup trop de transformations ou d'intentions sur lesquelles on dit allez, on va passer en agile. Et puis on passe 1 an, 2 ans et on se pose jamais la question de et au fait, est-ce que c'est bien ce qu'on est en train de faire? Est-ce qu'on va dans la bonne direction? Est-ce qu'on continue? On a choisi un modèle. Est-ce que ce modèle nous correspond toujours ou est-ce qu'on veut changer de modèle? C'est assez difficile dans beaucoup d'entreprises de se poser la question. Et pourtant, c'est capital. Oui, sans ça, on ne peut pas voir que ça fonctionne, on ne peut pas s'améliorer. Et c'est grâce à ça, on a splitté depuis à peu près 6 mois et on a constamment changé des choses et on arrive, même ça va continuer d'évoluer parce qu'on a encore d'autres idées et d'autres choses qu'on veut essayer. Donc c'est vraiment quelque chose de primordial. Alors, où on en est aujourd'hui? Aujourd'hui, on a 2 équipes, 2 plus petites équipes. Pas forcément la même taille parce qu'on était un nombre impair sur plusieurs postes. On peut voir par exemple une équipe un peu plus petite, tu n'as que 3 devs et un QA, et dans l'autre équipe, il y a 4 devs et un QA. L'autre particularité, c'est qu'on est vraiment mélangé. Il y a plus, on est vraiment tous les cœurs de métier dans le bureau sont vraiment juste à côté, ce qui a vraiment créé du lien. Il y a 2 profils qui sont transverses. Il y a un Scrum Master, donc on a fait le choix d'avoir un Scrum Master pour les 2 équipes. Donc ça aide aussi à avoir une meilleure communication, parce que du coup c'est vraiment une personne qui sait exactement ce qui se passe des 2 côtés. Et on a également un PO volant, entre guillemets. Donc ça c'est peut-être là-dessus où on a aussi le plus travaillé, parce qu'on était un nombre impair de PO. Et le but c'était aussi d'avoir quelqu'un qui pouvait être backup en cas d'absence. Et je ne sais pas si tu veux un peu rebondir dessus. Quoi. Non. Alors, sur ces histoires de friction, etc. Alors, les plus, on est beaucoup plus efficace. On a un lien qui a été recréé entre chaque corps de métier. Et notamment, moi, en arrivant, j'avais des gens qui me disaient oui, alors moi, cette équipe, ça m'intéresse, mais c'est un peu toujours la même chose. Et puis, j'ai plus vraiment envie de travailler dans cette équipe. Peut-être que je veux changer d'équipe, voire même changer d'entreprise. Je ne sais pas ce que je veux faire. Aujourd'hui, c'est plus du tout cette question-là. Les gens travaillent ensemble, ils sont contents et ça a amené réellement de l'ambiance. Et comme vous le savez tous, quand on a une bonne ambiance dans une équipe, on produit mieux. Ça a aussi obligé les gens à répartir des connaissances parce que dans la grande équipe, des fois, il y avait une personne qui était spécialiste base de données et donc là, comme il y a 2 équipes, il y a quelqu'un de l'autre équipe qui doit devenir spécialiste base de données également. Côté négatif aujourd'hui, un point qu'on n'a toujours pas résolu et on est toujours en train de travailler sur le sujet, c'est la spécialisation des équipes. C'est-à-dire que les sujets arrivent par les PO. Comme il y a 2 PO qui sont différents et qui ont des affinités différentes, c'est eux qui définissent quels sont les sujets qui vont être développés. Et ça, c'est un peu gênant parce que les développeurs n'ont pas forcément la même affinité que les product owners. Donc il y a quelque chose à trouver à ce niveau-là qu'on n'a pas encore tout à fait trouvé. On va s'inspirer des choses existantes. C'est quelque chose qui est ressorti justement des dernières rétrospectives communes. C'est cette frustration liée au sujet. Voilà. Et puis, maintenant, on est capable d'aller plus vite. On serait même capable de mettre une 3e équipe si besoin. Et devinez ce qui se passe. On n'a pas d'augmentation de demande au final. Bon, on s'est investi, on a trouvé, mais ça a permis tout de même de résoudre des problématiques qu'il y avait dans l'équipe. Je pense que malgré la non-augmentation de la demande, l'équipe est beaucoup plus saine aujourd'hui qu'elle l'était il y a à peu près 9 mois. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que personne n'a envie de revenir au fonctionnement précédent. Alors, votre recette pour votre transformation réussie, qui reprend un peu tous les éléments qu'on a eus là. Impliquer les acteurs. Ça, c'est la première des choses à faire. C'est-à-dire que vous leur donnez une vision. C'est Saint-Exupéry qui dit si vous voulez traverser la mer, vous ne donnez pas des outils à vos hommes et vous ne commencez pas à battre des tambours pour les faire aller plus vite. Vous leur donnez l'amour de la mer, l'amour de l'océan. Et c'est un peu ça.
Donnez-leur une vision, un objectif et impliquez-les dans le design de ce qu'ils vont faire. Enjeu clair, comme je viens d'expliquer. Inspirez-vous d'ailleurs, non seulement vous, mais aussi les personnes. Vous pouvez aller faire des visites. Il y a des conférences comme aujourd'hui. Il y a plein de réseaux qui sont disponibles pour ça. Inspirez-vous d'ailleurs. Travaillez donc, divergez en grands groupes, puis créer des petits groupes de travail pour résoudre les problèmes où vous avez encore des questions. Sautez avant d'être prêt et faites des rétrospectives régulières. Bonne chance, merci à vous.